Il y a un énorme tabou en France, c'est l'argent. Pour devenir riche, le seul moyen quasi un peu sûr, entre guillemets, c'est de créer une... Tu sais, on dit souvent, les riches deviennent plus riches. Bah c'est normal, quand tu fais 10 ans, c'est des choses qu'on va jamais t'apprendre à l'école, même aujourd'hui. on devrait. Tu vois, moi je vois des situations folles. Je vois des gens qui ont 300 000 euros sur leur compte courant. Parce qu'on peut s'acheter une ceinture Hermès quand on gagne 2000 euros par mois. Et tu vois des choses qui sont folles, tu vois, des gens qui se font arnaquer, etc. La retraite de l'État, franchement. Ceux qui pensent qu'ils vont l'avoir, il faut se réveiller, en fait, vous rêvez. Hello Mounir, Hello Rassem, ça va? ça va et toi? Ravi de t'avoir avec nous. On se parle beaucoup, mais on n'a jamais fait de vidéo ensemble. C'est vrai. Donc je suis très content. Pour l'audience, ceux qui ne te connaissent pas, tu as créé une boîte qui s'appelle Finari, sur laquelle il y a plus de 200 000 utilisateurs qui gèrent leurs investissements sur la plateforme. Donc tu vas avoir plein de statistiques sur comment les gens gèrent leur argent. Tu es un spécialiste d'investissement maintenant parce que tu as sorti un livre qui a été best-seller sur Amazon. Donc bravo, franchement. Best-seller dans toutes les librairies d'ailleurs aussi. Toutes les librairies. Ouais, tout court. Wow. Best-seller tout court. En un Sur mois. comment investir? Sur comment investir. C'est un guide pour devenir indépendant financièrement. Vraiment spécifiquement, parce que je pense que c'est un peu l'enjeu générationnel. Ok, donc très belle boîte Finari, moi j'utilise en tout cas. Et du coup, tu as énormément de chiffres qui sont très intéressants. Je pense que tu regardes la data, tu fais même des vidéos sur des exemples de gens, comment ils ont investi, comment ils ont bien investi. Et on parle aujourd'hui avec un Bitcoin à plus de 100 000 dollars. Jour historique. Au jour historique. Et donc, on va parler un peu de ça, de si ça permet vraiment de devenir riche ou pas. Mais pour commencer, donc il y a un énorme tabou en France, c'est l'argent. Et pour devenir riche, le seul moyen quasi un peu sûr, entre guillemets, pas sûr, mais en tout cas qui laisse moins de place au hasard, c'est de créer une société, c'est d'avoir du capital. Et ce capital va être un jour gros et c'est ça qui te permet d'être riche. Ou d'être freelance, peut-être, ou salarié et de bien placer son argent. Donc on va évoquer ça. Est-ce que tu as, dans ta base de données aujourd'hui de Finari, tu as un peu de tout? Donc tu as une visibilité sur les différents types de profils? On a un panel très large, on a 450 000 utilisateurs, donc c'est vaste. En moyenne, notre utilisateur, il a 36 ans, 300 000 euros de patrimoine. Donc c'est plutôt ce qu'on appelle un CSP+. Ouais. Par contre, on a aussi des gens qui débutent 18 ans, qui ont en fait le meilleur âge pour commencer à investir. Oui. Et après, on a aussi des gens de 70 ans qui souvent ont des patrimoines qui se comptent en millions ou en dizaines de millions. Donc franchement, on a une tranche. Très large. C'est très large, on a une tranche de la France. À une nuance près, c'est que c'est quand même la France qui a décidé d'investir. Nous, il n'y a personne sur Finari qui pense encore que l'investissement, c'est un truc pour les riches, c'est un casino. Justement, est-ce que tu dis qu'il y a des gens de 18 ans, c'est le meilleur âge? Est-ce que tout le monde peut investir? Ouais, tout le monde peut investir. En fait, à partir du moment... Enfin, tu sais, c'est de la compta. Toi, je sais que tu es spécialiste. C'est combien d'argent rentre, combien d'argent sort. S'il y a plus d'argent qui rentre que d'argent qui sort, eh ben, c'est que tu as un surplus. Et ce surplus, tu peux le mettre au travail. Et aujourd'hui, tu peux investir à partir de 10 euros, tu vois. Enfin, et je pense qu'il y a un concept que tu connais et que tu adores, c'est les intérêts composés. Le meilleur moment pour investir, c'était hier. Plus tu es jeune, plus tu profites de ce phénomène. Enfin, tu réintègres les intérêts dans le capital. Et donc, du coup, l'année d'après, ton capital a grossi. Tu génères des intérêts sur ce capital qui a grossi. Donc, c'est un effet boule de neige. Tu sais, on dit souvent, les riches deviennent plus riches. Bah, c'est normal. Quand tu fais 10% sur 100 millions, bah, tu viens de faire 10 millions d'euros. Quand tu fais 10% sur 1000 euros, bah ok, t'as fait 100 euros, c'est super, mais c'est un tout petit montant, tu vois. Donc c'est vraiment juste ça. En fait, les riches deviennent plus riches parce qu'ils font des intérêts composés sur des capitaux qui sont énormes. Donc le but, c'est juste de lancer la machine le plus vite possible et de prendre le réflexe d'investir, même si c'est un petit montant. En fait, c'est pas très important. C'est comme faire du jogging, tu vois. Si tu veux faire du jogging, bah il faut déjà courir 1 km, puis 2, puis 3. Et le marathon, ça viendra un jour, mais commence déjà par prendre cette habitude. Et donc l'habitude d'investissement, il faut la prendre dès le plus jeune âge. Et j'aurais adoré, tu vois. Aujourd'hui, je prêche pour ça. J'aurais adoré le faire à 18 ans. Pourquoi on l'a pas fait à 18 ans? Qui nous l'expliquait, tu vois. On a tous les deux fait des écoles de commerce. Moi, j'ai fait ingénieur, mais on te l'explique encore moins. Non, encore moins, voilà. Non, c'est vrai que tu as fait ingénieur, toi. Mais tu vois, qui t'a expliqué? Mais même nous qui avons fait école de commerce, normalement, on t'explique la finance. Mais on t'explique pas les finances personnelles, ça n'a rien à voir, tu vois. Mais ça a tout à voir. On t'explique la macroéconomie, on t'explique la microéconomie, la théorie de la monnaie, Milton Friedman, tout ça. Des trucs très complexes, très high level. Et après, on t'explique comment pricer des options, comment faire du M&A. Et pour toi-même, par contre, va te faire foutre, tu vois. C'est ton problème. C'est ton problème, alors que c'est débile. Et littéralement, tous ces gens-là vont sortir d'école, d'ingé, de commerce, peu importe. Ils vont être très bien payés. Ils vont être plus tard probablement directeurs, voire PDG. Aux fonctionnaires. Exactement, aux fonctionnaires. Donc ça va être des gens qui vont avoir des gros revenus. Et tu te rends compte que tous ces gens-là, en fait, on leur dit « Allez-y, mes amis, démerdez-vous, débrouillez-vous vraiment, mais avec vos moyens. » Et je pense que malheureusement, les gens qui font les cours eux-mêmes ne savent pas le faire. Donc ça doit venir quelque part de là. Tes parents auraient pu le faire ou nos parents auraient pu le faire. Mais le problème, c'est que c'est une génération où on faisait confiance
à des banquiers. Exactement. Donc, eux n'ont pas non plus ce bagage. Donc nous, on a la chance d'avoir Internet, en fait. Exactement. Et ça vient de là. Donc, c'est des choses qu'on va jamais t'apprendre à l'école, même aujourd'hui. On devrait. Moi, je milite pour ça. Exact. Je milite pour ça. D'ailleurs, si le ministre... Bon, il n'y a plus de ministre, il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus rien. Mais tu vois, s'il y avait... On est à poil. On est à poil. Mais j'en parlais avec le ministère, enfin avec Bercy, là, littéralement, la semaine dernière. Il y a des initiatives qui ont été mises en place par la Banque de France. Mais personne ne l'a vu, malheureusement. Mais ça devrait être enseigné au collège, au lycée, 3 heures ou 6 heures de cours. Ça doit être obligatoire. Moi, ce que je trouve fascinant, c'est que les Français, c'est ceux qui épargnent beaucoup. C'est des gens qui en épargnent beaucoup. Ouais, mais en même temps, ils investissent pas. Champion d'Europe de l'épargne. Donc, c'est très dommage parce que ça veut dire qu'ils ont de l'épargne. Ils ont ce surplus dont tu parlais. Ouais, le réflexe, il est là. Mais ils le placent pas. Parce qu'on a une culture on a une culture de l'aversion au risque qui est très forte, donc on a peur de prendre du risque. Et manque d'éducation aussi, comme tu as dit. Du coup, parce que c'est vraiment la conséquence en fait du manque d'éducation, c'est la peur du risque. Oui. Et on se dit, attends, il y a le livret A c'est 3% aujourd'hui, c'est safe. Maintenant, c'est pas safe parce que tu as une probabilité de 100% de perdre de l'argent puisque l'inflation, elle est supérieure. Oui. Le livret A est même ancré à 50% de l'inflation, c'est-à-dire que là, par conception, ce livret ne peut que te faire perdre de l'argent. Sans du pouvoir d'achat. Parce que 100 euros aujourd'hui, exactement, ne valent pas 100. Et c'est ça qui est difficile à comprendre. Tu te dis, mais attends, quand je regarde mon compte en banque dans un an, j'ai toujours 100 euros. Mais en fait, ces 100 euros, tu achètes moins de choses. Et je pense que l'inflation, c'était un concept de macroéconomiste assez abstrait il y a 5 ans. Mais maintenant, ça commence à être... Ouais, tout le monde l'a senti. Là, le prix de l'énergie, ça, c'est l'inflation, en fait. C'est quand ça a explosé, c'est de l'inflation. Peut-être pour expliquer c'est quoi l'inflation très concrètement, si tu as 100 euros que tu as mis de côté en 2012 par exemple. Ouais, sur ton compte courant, qui ne rapporte rien du coup. Ouais, sur un compte courant exactement, donc tu n'as pas touché. Ces 100 euros aujourd'hui, ça te permet d'acheter l'équivalent de 70 euros. Donc en fait, tu as perdu un tiers de cette valeur-là. Et si tu le laisses encore plus longtemps, peut-être ça perd la moitié. Donc c'est terrible. C'est-à-dire que tu ne peux acheter que 70 euros avec ces 100 euros en fait. Exactement. Parce que les prix ont augmenté. Les prix ont augmenté. Et ils font que augmenter. Ils font que augmenter. Ouais. L'inflation moyenne en France, c'est 3% ouais. par an. Sauf que l'année dernière, on a eu 6%. Là, cette année, on a un peu moins. On a entre 3 et 4%. Ouais. Donc, c'est pas comme si c'était un épiphénomène. C'est un phénomène qui existe. On a eu des années à 0% d'inflation. Mais ça, c'était des épiphénomènes pour le coup. C'est pas des retours. Là, on est revenu à la norme. Et donc, c'est inéluctable. Si vous laissez de l'argent à votre compte courant, il n'y a pas de problème. Mais c'est comme si vous envoyiez une lettre d'amour à votre banquier parce que lui, il va les prêter, il va faire du crédit avec et il va gagner de l'argent. Sauf qu'il va vous donner exactement 0. Donc si vous aimez votre banquier, laissez l'argent sur votre compte courant. Sinon, faites quelque chose et il faut le mettre au travail. Et Ce que tu dis est très contre-intuitif. Les gens n'arrivent pas à imaginer ça parce que imagine quelqu'un a 20 000 euros de côté. Il a mis beaucoup d'argent de côté. Pour lui, la solution par défaut, c'est de laisser 20 000 euros sur le compte. Par défaut. Et pour lui... l'innovation, le truc bizarre, c'est de le placer. Et donc, en fait, pour lui, il sent que... Et donc, de risquer de le perdre. Et donc, quand il le place, pour lui, il est en train de prendre un énorme risque. En le gardant, il ne prend pas de risque. Et donc, il a l'impression qu'en faisant rien, c'est comme si c'était neutre et comme si ça allait se conserver. Et finalement, il n'y a pas de position où tu conserves à 100%. Il n'y a aucune position où tu conserves tout de manière sûre. Parce que soit tu ne le places pas du tout et de manière sûre, tu vas perdre cet argent petit à petit. 100% de probabilité. Soit tu le places et tu prends des risques. Mais au final, il n'y a pas d'autre solution que d'être un peu entre les deux, de garder un peu de cash et de placer en partie. Donc c'est bizarre quand on n'a pas eu d'éducation parce qu'on pense qu'en le gardant, s'il n'y a aucune guerre, aucun problème, etc., on le récupère exactement ce qu'on a mis, ce qui n'est jamais le cas. Mais c'est bizarre de penser ça. Ouais, c'est assez contre-intuitif, mais une fois que tu l'as compris, tu te dis... Tu changes de perspective. Je dois me mettre au travail. Oui. Et du coup, là, ce que tu as décrit, en fait, c'est la notion la plus importante de la finance, c'est qu'il n'y a pas de rendement sans risque. Ça s'appelle même le couple risque-rendement. C'est un couple qui va très bien ensemble. Donc, plus tu prends de risques, plus tu peux espérer du rendement. Par contre, plus tu peux perdre aussi. C'est logique. Oui. Mais donc, le pire investissement, c'est le livret A parce que tu es 100% sûr de perdre du pouvoir d'achat. Le livret A, il n'a qu'une utilité, et on pourra revenir dessus, c'est pour placer ce qu'on appelle ton matelas de sécurité. Ouais. C'est en gros ton coussin. C'est ton, tu vois, c'est pour pas que tu te réveilles la nuit en te disant comment je vais faire pour payer mes factures, comment je fais si demain j'ai un accident, je vais à l'hôpital, tu vois, je perds mon boulot. C'est des besoins d'urgence où tu as besoin d'avoir la liquidité. Tu as besoin d'avoir la liquidité immédiatement disponible et donc c'est super simple. Sans délai de retrait. Exactement. Okay. Tu te dis comment je vais définir mon matelas de sécurité et tout le monde devrait en avoir un. Moi j'en ai un, tout le monde devrait en avoir un. C'est hyper important. Ouais. Surtout un freelance. Parce qu'en fait, un freelance, il y a les aléas, est-ce que le contrat va rentrer, là je perds un gros client, donc tu as encore plus besoin. Si tu es fonctionnaire, tu as aussi besoin d'un matelas, mais il n'a pas besoin d'être aussi épais.
Mais donc, généralement, ce qu'on dit, c'est entre 3 et 6 mois de dépenses. Donc, c'est simple. Oui. Tu regardes ce que tu as dépensé sur, on va dire, les 3 derniers mois, ton loyer, tu vois, les courses, les sorties avec les amis, etc. Et tu fais la moyenne des 3 mois et tu dis, voilà. C'est ma sécurité. Ça, c'est ma sécurité. Si je suis vraiment prêt, si j'ai pas très peur de la vie et du futur en général, je mets 3 mois. Si je suis plutôt du genre angoissé. Si je suis un angoissé chronique, je mets 6 ou 9. Je mets 6. Oui. Mais franchement, au-delà, où je viens de lancer mon activité, allez, je mets 9. Mais au-delà, en fait, c'est trop parce que cet argent, je perds trop. Il a un coût. Il a un coût d'opportunité. Donc, en fait, tu perds trop de pouvoir d'achat ici. Donc, il faut mieux le mettre au travail. Donc, 6 mois maximum, sauf si vous lancez votre activité, là, c'est 9. Mais tu vois, moi, je vois des situations folles sur Finari. Oui. Je vois des gens qui ont 300 000 euros sur leur compte courant. Des gens qui sont... C'est incroyable. J'ai des gens qui sont directeurs financiers de grands groupes. Des gens qui sont traders. Des gens qui font du private equity. Des gens qui sont des chefs d'entreprise. C'est des métiers qui sont dans la finance. Qui sont dans la finance. Technique. Qui sont des gens qui gèrent de l'argent pour leur entreprise. Pour les autres, ouais. Pour les autres... Par contre, ils ont 200 000 euros. Et quand tu leur demandes, ils vont dire je ne sais pas quoi en faire, je suis bloqué parce qu'il y a trop d'options, j'ai peur, etc. Et donc, c'est pour ça, tu vois, eux n'ont pas créé ce réflexe à 18 ans. Et donc, quand tu te réveilles à 45 ans et que tu dois placer 200 000 euros. C'est déjà un peu tard, quoi. C'est tard. Et je comprends que ce soit angoissant. C'est difficile de se dire tiens, je vais mettre 200 000 euros sur ça. Et donc, là, tu commences à rentrer dans des comportements irrationnels. Oui. Et tu vois des choses qui sont folles, tu vois, des gens qui se font arnaquer, etc. Et malheureusement, c'est ce que les médias aiment bien relayer. Mais c'est pas ça l'investissement. En fait, l'investissement, c'est pas du tout le casino, c'est pas les traders qui font n'importe quoi, tu vois. C'est des choses très rationnelles. On disait tout à l'heure, il faut avoir un matelas de sécurité qui est juste le cash que je garde, que je n'investis pas. Lui, c'est pas grave qu'il soit soumis à l'inflation, mais en cas de grosse nécessité, je l'utilise. Et ensuite, tout le reste, je dois le placer. Mais concrètement, je mets où mon argent, en fait? Qu'est-ce que je fais? En gros, le matelas de sécurité, comme tu l'as dit, il faut qu'il soit dispo. Donc, le plus important, c'est vraiment que tu le mettes dans un support qui rapporte quand même un petit peu, mais qui est safe. Oui. Et donc, ça dépend si tu le caches, tu l'as en perso ou sur ta boîte. Si tu l'as en perso, franchement, tu ne te poses pas de questions. Livret A. Okay. Pas de débat, tu vois, tout le monde a un livret A. Si tu as même un petit revenu, il y a un petit hack qui est sympa, c'est le livret d'épargne populaire, le LEP. Le LEP, il est à 4%, il était à 5% il n'y a pas longtemps. En gros, c'est le livret qui, lui, a pour mandat de faire l'équivalent de l'inflation en performance. Donc lui, il annule l'inflation, donc c'est génial. Il faut gagner moins de 22 419 euros de mémoire si tu es célibataire. Mais généralement, la bonne nouvelle, c'est que les banques oublient de le fermer quand tu dépasses le seuil. Donc moi, tant que tu leur dis pas, c'est leur problème. Pas mal. Donc ça, c'est si tu es en perso. Et en pro, tu peux placer ta trésor sur un compte à terme, mais honnêtement, c'est pas très intéressant. Moi, je préfère le placer sur des banques en ligne qui rémunèrent le cash. Et aujourd'hui, tu as des banques comme Wise ou Revolut. J'ai aucun partenariat avec elles. Elle te donne un taux qui s'appelle l'Ester, qui est le taux le plus court. Donc, en gros, c'est un taux à un jour. C'est vraiment le taux le plus sûr, c'est le taux de la banque centrale. Tu sors quand tu veux. Et ça, aujourd'hui, là, on est à 3,16%. Donc, c'est même mieux que le livret A. C'est juste que tu es refiscalisé dessus. Mais c'est quand même hyper intéressant, hyper liquide. Donc, il ne faut même pas se poser de questions. Et après, donc, tu ne le laisses pas sur le compte courant. Tu ne le laisses pas sur le compte courant. Tu le mets sur ça. Il y a des banques de B2B, des banques pro qui ne le proposent pas. Mais c'est pas grave, regarde la banque qui le propose et tu tapes, tu vois, Esther ou STR banque, et là tu trouveras des banques qui le proposent. Et franchement, c'est hyper simple, tu déposes, bam, et là tu gagnes en plus les intérêts tous les jours. Donc c'est assez sympa à voir. Je confirme. Et donc si tu as de l'excédent de trésorerie, d'ailleurs, ça va aussi, hein, c'est pas que ton matelas, c'est aussi l'excédent de trésorerie de ta boîte, tu le mets là. Ouais. Et donc, en fait, dans les trucs qu'on t'apprend pas à l'école, en tout cas pas de manière intuitive, c'est ce truc d'intérêt composé. Et je pense que c'est la raison pour laquelle tu as dit le meilleur moment de commencer, c'est à 18 ans. Exactement. On l'a tous dépassé parce qu'on n'a pas eu cette éducation. Pour ceux qui nous écoutent, qui ont encore 18, 25, c'est un très, très, très bon moment pour commencer. Ouais. Mais comment tu expliques l'intérêt composé, qui est une notion tellement pas intuitive, même pour un matheux, un ingénieur, il peut la comprendre sur papier, mais il peut pas la vivre et la comprendre dans sa vie quotidienne, tu vois, quand il raisonne en argent et tout. Comment tu l'expliques, toi, de manière hyper simple? C'est vraiment l'effet boule de neige. Il faut se dire qu'on va lancer une toute petite boule de neige en haut d'une colline, tu vois. Et en fait, cette boule de neige, elle va prendre de la vitesse et elle va grossir. Tu vois, on l'a déjà vu, elle va emmagasiner de la neige. Et donc, naturellement, juste avec l'inertie, en fait, qu'elle va accumuler, elle va devenir extrêmement grosse, extrêmement puissante. Et donc, c'est exactement pareil. Elle a besoin de temps. Elle a besoin de temps. Et ça tombe bien, quand tu as 18 ans, tu as du temps. Par contre, tu n'as pas d'argent. Quand tu as 40 ans, tu as de l'argent, mais tu n'as plus beaucoup de temps. Oui. Et surtout, tu as une retraite qui est plus très loin, donc tu ne peux plus prendre le même risque. Le meilleur moment pour prendre du risque, c'est quand tu as 18 ans et que honnêtement, tu as quoi? Tu n'as pas grand-chose de toute façon. Tu n'as pas d'engagement, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de crédit sur le dos, donc tu peux faire ce que tu veux.
Donc c'est ça. Et donc c'est le meilleur moment pour aller lancer ta boule de neige, même si elle est minuscule. Il y a plein de gens qui se disent l'investissement c'est pour les riches. Mais c'est faux. C'est faux parce qu'en fait, les riches, eux, ce qu'ils font, ils investissent pour préserver leur capital. Eux, c'est défensif. Ils veulent perdre le moins possible. Ils veulent garder leur niveau de vie. Quelqu'un qui a 50 millions d'euros, et on en a, tu vois, chez Finari, il va pas te dire « Moi, je veux trouver le prochain Bitcoin ». Non, il s'en fout. Lui, il veut que ses enfants, ils aient aussi l'équivalent de 50 millions d'euros en pouvoir d'achat. À une époque future. Exactement. Ce sera pas 50, ce sera 70 millions. Exactement, ça sera 70 millions, mais en réalité, ajusté à l'inflation, ça sera la même chose. Et lui, il va se dire « Mais génial, parce qu'avec 50 millions, on vit bien. » Le mec qui a pas de patrimoine, lui, il a besoin d'aller chercher la performance, tu vois. Donc lui, il doit prendre un peu de risque. Lui, il va prendre un peu de risque. Et donc, il va pas faire les mêmes placements. Et c'est pour ça que... Et par contre, il a cette flexibilité totale, tu vois. Et il a du temps. Et donc, vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est la boule de neige, il faut la créer le plus tôt possible. Et après, elle va prendre de la vitesse. Même avec des petites sommes. Même avec des petites sommes. Surtout avec des petites sommes, parce qu'encore une fois, on crée l'habitude. Nous, ce qu'on dit pour l'expliquer, on dit si tu veux devenir millionnaire, tu places 4 000 euros à 20 ans et tu fais rien, tu touches pas. Tu la places sur un indice qui a 10, 11, 12% si tu as un bon indice. Et à 68 ans, ça devient 1 million. Et les gens disent, mais comment c'est possible que 4 000 euros deviennent 1 million mais c'est sur une très longue durée. Là, tu n'as même pas réinvesti. Tu as mis 4 000 euros. Bon, très peu de gens ont 4 000 euros d'un coup, mais si tes parents te donnent 4 000 euros pour une bonne raison, pas pour aller consommer, 42 ans plus tard, donc tu as 68, c'est l'âge 48 ans plus tard, c'est l'âge de la retraite aujourd'hui, et ben tu as 1 million. Bon, ça vaut pas la million d'aujourd'hui parce qu'il y a l'inflation, mais c'est quand même rien à voir avec 4 000 euros. Et alors là, si tu fais le calcul en mettant en plus 100 euros par mois ou 80 euros par mois, ça devient une somme beaucoup plus... Et donc les gens, c'est comme ça que je pense que ça débloque un truc dans la tête des gens en disant j'ai raté un gros truc, si 4 000 euros peuvent vraiment devenir 1 million et je fais rien, je suis en train de rien faire depuis longtemps, peut-être que je dois m'y mettre, quoi. Exactement. Et tu vois, c'est ça qui est un peu dommage, parce que souvent dans le débat public, on va stigmatiser l'investissement, on va dire que c'est un truc de millionnaire, etc. Et de casino, Alors que tu as vu, l'exemple que tu viens de donner est très bon. Et ça, c'est pas en faisant un placement, un bon plan que tu as donné à un gars bizarre au coin de la rue. Ça, c'est en investissant dans l'indice principal, enfin dans la plus grande bourse, l'indice boursier principal au monde, à savoir le S&P 500, qui est la bourse américaine. Donc c'est super accessible. Et en réalité, ça n'a jamais été aussi simple d'investir qu'aujourd'hui. Il n'y a aucune barrière. Tu vas sur l'App Store, télécharges une app, tu vas sur un site, tu valides ton identité, déposes de l'argent, 10 minutes plus tard, tu investis. Et t'oublies. Et avant, il fallait aller à la banque, remplir des papiers, etc. Signer, etc. C'était hyper long, c'était hyper cher aussi, il y avait des frais de dingue. Là, aujourd'hui, c'est beaucoup moins cher. Donc, c'est un peu l'âge d'or de l'investissement. Il y a quand même beaucoup de monde qui se réveille, tu vois. Beaucoup de monde dormait. Là, aujourd'hui, les gens sont très éveillés. Et je pense qu'ils sont éveillés parce qu'ils se sont rendus compte, notamment avec les discussions qu'il y a en ce moment autour du budget, que l'État français est en faillite, en fait. Faut bien se le dire. L'État français, tu vois, on parlait du déficit. L'État français ne sait pas gérer son budget. Il y a un déficit systématique. Là, on est à 6% de déficit cette année. Ils dépensent plus. Exactement. Ils gagnent 100, ils dépensent 106. Ça marche pas trop. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? C'est un État. Donc, l'État emprunte, il n'y a pas de problème. Mais on a tous une dette. Je crois que chaque Français a une dette de l'équivalent de 25 000 euros pardon, sur le dos. Tous 25 000 euros sur le dos. Et ça, c'est parce que... Dès que t'es né, quoi. Voilà, exactement. Dès que t'es né, bam, 25 000 euros. Ça, c'est parce que on dépense énormément au lieu d'encourager l'investissement. Et donc, en fait, il faut prendre son destin en main. Il faut se dire, la retraite de l'État, franchement, je pense que je l'aurai jamais. C'est à peu près sûr. Ceux qui pensent qu'ils vont l'avoir, mais il faut se réveiller. En fait, vous rêvez. Vraiment, vous êtes dans un rêve éveillé, ça n'arrivera plus. L'État français va progressivement relever l'âge de la retraite et réduire la taille. Donc, à un moment, il va falloir prendre les choses en main. Et là, moi, ce que j'observe, c'est que notre génération, et surtout les plus jeunes, ils ont dit stop et ils ont décidé de prendre les choses en main. Et donc, prendre les choses en main, ça veut dire quoi ? Créer son matelas de sécurité et après commencer à investir. Et il y a une stratégie à mettre en place, on va la détailler. C'est hyper simple, tu vois. Ok. Il y a un mec qui disait sur les impôts, aujourd'hui, les impôts, c'est une taxe pour avoir... la retraite des boomers, qui est en train d'être payée aujourd'hui aux boomers, c'est ça. C'est une taxe pour faire du business en France. Donc en fait, nous, on fait du business en France, et pour avoir ce droit-là, on paye les retraites des boomers. Qui ont fait n'importe quoi. qui ont fait n'importe quoi et ont vécu la meilleure période possible. Et nous, pour avoir le droit de travailler, on doit les payer. Parce qu'on n'aura pas, nous, cette retraite, donc on doit les payer aujourd'hui, mais on aura des restes un jour. C'est ça. C'est incroyable. Eux, ils prenaient l'avion pour aller à Marne-la-Vallée, tu vois, c'était n'importe quoi. Et après, eux, aujourd'hui, ils nous disent, par contre, les enfants, vous prenez l'avion une fois dans votre vie, vous. Oui. Et vous faites à peu près tous les sacrifices qu'il faut. Et effectivement, tu as une charge énorme
Vous nous payez. Vous nous payez. Et vous n'allez pas avoir vraiment de retraite un jour. Donc, Exact. vous devez investir en plus. Ah ouais, parce que c'est ça le système. C'est un Ponzi, en fait. Hein, tu vois, on parle souvent de Madoff, le Ponzi qui a explosé. Tout est Ponzi, finalement. Mais attends, si tu repenses au système de français, c'est toi, tu donnes de l'argent. Le dernier rentré donne de l'argent à celui qui est rentré avant. Et bah, en fait, ça, mes amis, ça s'appelle un Ponzi. Et donc, c'est un Ponzi. Moi, je donne de l'argent. Cet argent, il est directement rendu à quelqu'un qui est à la retraite en train de siroter. Donc, en fait, nous, quelque part, tu vois, on est le meilleur sponsor de Costa Croisière et de toutes ces belles entreprises ou du Club Med. Parce qu'en fait, on les arrose. C'est vraiment notre argent qui part là-dedans. Tu vois, les croisières du Ponant, enfin, tous ces trucs-là. Franchement, c'est un peu dommage. Et donc, en tant que freelance, tu as la chance de pouvoir vraiment décider de combien tu te verses, donc tu n'es pas obligé de participer à ce système. Tu sais moins avoir finalement quand tu es freelance, quand tu es salarié. Le salarié, lui, il est dans la nasse. Il est bloqué. Lui, il est bloqué. Le salarié, il faut savoir que... Il explique pourquoi. Le salarié, en fait, il ne peut pas moduler son revenu. Quand tu es salarié, qu'est-ce que tu veux? C'est gagner le plus possible, évidemment. Ce qui est logique, parce que tu travailles probablement très dur et tu crées de la valeur pour ton entreprise. Mais du coup, tu vas être à l'impôt sur le revenu. Et l'impôt sur le revenu, c'est un matraquage sans fin. Déjà, l'argent que tu vas gagner, c'est une fraction de ce que ton employeur a payé. Toi, tu embauches quelqu'un, tu vas payer des charges patronales dessus. Le salarié va payer des charges salariales dessus. Ensuite, tu vas payer des impôts sur le revenu. Ensuite, tu vas payer une autre taxe dont on ne parle jamais, c'est comme la TVA. C'est-à-dire que quand tu payes, il y a 20% qui partent à chaque fois. Et après, tu vas acheter un jour un bien immobilier. On va dire, attention, il y a des frais de notaire. Ah bon? Frais de notaire, c'est 85% d'impôts. Donc en fait, c'est une arnaque ce truc-là parce qu'ils te disent, tout le monde pense que les notaires sont riches à cause de ça. Bon, ils sont riches pour d'autres raisons. Mais c'est l'État qui s'enrichit là-dessus. Ouais. C'est-à-dire, ils augmentent, là, ils viennent d'augmenter, ils vont augmenter. Bon, ils vont peut-être pas l'augmenter avec le budget, mais ils voulaient augmenter les frais de notaire de 11% encore. Donc, en fait, tu vois, il y a des impôts partout. Tu fais une donation, pareil, ça, si tu t'occupes pas de prévoir ta succession, mais tu te fais laminer par l'État. Donc, en fait, il y a des impôts à chaque étape de ta vie. Et quand tu es salarié, tu payes 100%. Et quand tu es salarié, tu payes tout, parce que tu payes notamment la manne principale de l'État, qui est l'impôt sur le revenu. C'est vraiment le revenu numéro 1. Mais pour le même revenu, le freelance, lui, peut choisir combien va être soumis à toutes ces taxes-là parce qu'il les verse son salaire. Exactement. Et combien il garde dans sa société. Donc le hack, il est là. Combien il garde dans sa société pour investir via sa société. Alors que le salarié, il n'a pas du tout ce choix-là. 100% est taxé à mort. Et il lui reste juste le net final sur lequel il peut investir un peu en perso. Ouais. Et le net, c'est une fraction, tu vois. Oui. Et chaque année, les impôts augmentent. Pourquoi? Parce qu'il faut payer les retraites. Il faut payer beaucoup de choses, en fait. Donc, tu vois, là, avant, quand on a créé le système de retraite, c'est un système assez malin. Il y avait 4 personnes qui travaillaient pour chaque retraité. Là, aujourd'hui, on est à 1,6 actifs pour chaque retraité. On est en train de tendre vers 1 pour 1. Et donc, en fait, tu vois, quand tu vois un débat où on te dit « Non, l'âge des retraites, on ne peut pas le remonter. » Mais attendez, mais vous êtes... Enfin, quoi? Le système, il est au bord de l'implosion. Regardez la pyramide démographique, tu vois. Il y a beaucoup plus de personnes âgées qu'il y a de jeunes. Oui. Donc, on est à la limite du système. Et quand tu es un employé, tu peux jamais contrôler combien tu vas te verser en salaire. Et donc, tu es vraiment celui qui se fait le plus taxer. Le freelance, lui, il peut dire « Je me verse un salaire, je me verse des dividendes, je garde surtout l'entreprise le cash dans ma société. » Et c'est simple de taper sur des particuliers et d'augmenter les impôts. Et c'est ce que l'État adore faire. Monter l'impôt sur les sociétés, l'IS, très difficile. Parce que là, tu casses toute la compétitivité qui reste. Déjà, il n'y en a pas beaucoup. Et en plus, ils l'ont baissé. L'IS a quand même baissé à... Tu es plus protégé dans les protégé. Futures réformes que quand tu es salarié sur lesquelles on va taper tout de suite en premier. C'est ça. Et ça, tu vois, on parle souvent de niche fiscale. Tout le monde est obsédé par les niches fiscales. Mais c'est ça la vraie niche fiscale, en fait. Il faut pas... Tu vois, on dit souvent dans chaque niche, il y a un chien. Mais il ne faut pas aller vers les niches fiscales. C'est souvent un très mauvais placement. Oui. Ceux qui vendent les niches fiscales, c'est eux qui gagnent de l'argent. Oui. La meilleure niche fiscale, c'est d'investir via sa holding. Et finalement, quand tu es freelance pour le même travail, c'est un moyen beaucoup plus rapide de construire ton patrimoine que quand tu es salarié. Dans un monde où construire ton patrimoine n'est plus vraiment une option parce que tu n'auras pas une retraite que celle qu'on voit aujourd'hui, en fait. C'est un autre monde. Donc, un freelance, finalement, pour le même métier, peut peut-être mettre de côté 1 000 € lorsque le même métier lui permet, en salarié, de mettre que 500 € de côté, quoi. En gros, à salaire équivalent, entre un CDI et quelqu'un qui est travailleur non salarié, tu vois, c'est à peu près 30% de plus pour le travailleur non salarié. De puissance d'investissement que tu peux mettre. C'est ça, mais ça, c'est à coût équivalent. C'est-à-dire que... C'est le même métier. Le même argent, le même métier. Ton client, ça lui coûte la même chose. C'est ça. Ou ton employeur. Et toi, tu as juste 30% de plus. Et ça, encore, tu peux même l'optimiser en gardant un maximum dans ta trésorerie. Donc, en fait, ta holding ou ta société, il faut vraiment le voir comme ta tirelire.
Et tant que ça reste là-dedans, tu vas pouvoir faire travailler l'argent. Et 30% à terme sur des années et des années avec l'effet boule de neige, t'imagines ? C'est énorme. C'est chaque année, tu vois. C'est chaque année, ouais. Donc c'est énorme. Et est-ce que quand on est freelance, parce que là on dit que pour construire un patrimoine, c'est beaucoup plus simple quand tu es freelance, et beaucoup plus rapide en tout cas, pour le même métier. Et donc avoir l'indépendance financière, elle est plus accessible à des freelances. Est-ce que je peux tout investir via ma société quand je laisse l'argent dans la société? Est-ce que je peux investir tout ce que peut faire un particulier qui lui est salarié? Tu peux faire exactement la même chose en fait. C'est juste que des fois les supports vont s'appeler différemment. Oui. Mais tu as à ta disposition tous les instruments. Des indices, des actions. Tu peux faire de la crypto, tu peux faire de l'immobilier. Alors peut-être que tu vas devoir créer une autre société pour avoir une fille, etc., qui va faire une SCI. Mais en gros, tu as même accès à plus d'instruments. Et beaucoup plus de flexibilité. Okay. Et tu vois, souvent, ce que je vois, c'est des gens qui disent « Oui, mais moi, je ne vais pas pouvoir m'endetter et faire de l'immobilier. » Bah si, en fait, parce que ta société, si elle est rentable, ce qui est quand même souvent le cas des freelances qui marchent bien, et bah là, tu peux t'endetter et les banques adorent financer ce genre de dossier. Donc, parce qu'il y a des gens qui disent « J'ai pas la dette en tant que freelance aussi facilement qu'un salarié. » Ce qui est vrai. Le salarié, lui, il donne le CDI, le banquier, il voit le CDI, il tombe dans les pommes, tu vois, il est content. Pour lui, c'est le sésame. Alors qu'en fait, ça n'a aucun sens. Tu peux très bien te faire licencier et donc, certes, tu auras du chômage, mais un freelance qui gagne 10, 15, 20, 30 000 euros par mois, et moi, si j'ai banquier, j'adorerais le financer parce que je sais que c'est quelqu'un qui marche très bien et que demain, il marchera encore mieux. Oui. Mais c'est vrai que dans notre système, on favorise le CDI à l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneur peut tout à fait emprunter. C'est vrai que ce qui est souvent demandé, c'est quand même d'avoir plusieurs bilans et de faire du bénéfice, tu vois. Mais si tu as ça, mais tu peux y aller, c'est vraiment open bar. Et il faut juste trouver la bonne banque et après on pourra rentrer dans le détail sur comment on peut le faire, mais c'est carrément faisable. C'est faisable, donc c'est pas impossible pour un freelance. Non, du tout. Il faut juste savoir le faire. Ok. Et quand on parlait d'indices tout à l'heure, tu avais dit que si quelqu'un plaçait sur un indice, c'est très simple parce qu'aujourd'hui c'est un clic de bouton et les indices c'est relativement beaucoup plus sécure que choisir ses actions, etc. Donc en fait moi pour les intérêts composés, j'avais un autre truc qui permet d'expliquer de manière très violente le truc, c'est est-ce que tu préférais avoir 1 million d'euros tout de suite ou une pièce de 1 centime d'euro qui se dédouble tous les jours? Et en fait, les gens se disent 1 million d'euros parce que je suis safe. Et en fait, quand tu fais le calcul, les 1 centime qui se doublent, très très vite, au bout peut-être de 30 jours, il faut faire le calcul, ça atteint les 1 million. Ouais. Et ensuite, ça les dépasse très largement parce que c'est une courbe exponentielle. Pas mal. Et au bout de quelques jours, tu es peut-être à 800, ensuite ça devient... Et en fait, c'est très très rapide. Avant même les 30 jours, je pense, de mémoire, on pourra faire le calcul. Tu arrives à des montants astronomiques. Normal. Et ça, c'est les intérêts composés. C'est la fonction exponentielle. Et donc, c'est pour ça que commencer très tôt marche bien. Mais dans tous les cas, même quand tu commences, je pense, à 45 ans, tu as largement de quoi profiter des intérêts composés, en fait. Et donc, ça m'amène à la question de, OK, une fois que j'ai mis du cash de côté pour la sécurité, ça c'est les gens qui ont déjà de l'argent. Donc, ils doivent le décomposer en cash de sécurité, ensuite placement. Ouais. Sur quoi je dois placer cet argent-là? Est-ce que il y a plein de stratégies, il y a des gens qui mettent tout sur Bitcoin ou des shitcoins même parfois. Mais on parle des mecs qui ont 50 000 par exemple, ils vont faire 20 000 de côté et ensuite ils font quoi des 30? Moi, j'aime bien l'image, tu vois, de la pyramide. En gros, la pyramide patrimoniale, c'est le socle, matelas de sécurité, ça en a couvert. Ensuite, tu vas monter d'un étage et là, il y a vraiment les deux moteurs de ton patrimoine, la bourse et l'immobilier. Oui. OK ? Et donc, si on commence par la bourse, très concrètement, tu vas faire quoi? Tu as deux façons d'investir en bourse. Soit tu achètes des actions, par exemple Tesla, Nvidia, LVMH. Tu les choisis toi-même. Tu les choisis toi-même parce que tu penses que c'est une super boîte ou alors tu vois tes clients Spotify, tu te dis, bah, du coup, je pense que cette société vaudra plus demain, j'achète le titre. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est de dire, je ne sais pas quelle société sera à la mode demain ou vaudra plus demain. Du coup, je vais acheter le marché au sens large. Et donc là, tu peux acheter ce qu'on appelle des ETF qui vont juste reproduire un indice boursier. Donc en France, on a un indice boursier qui s'appelle le CAC 40, qui sont les 40 plus grosses sociétés cotées en bourse. Donc il y a LVMH dedans, il y a Hermès, tu vois, il y a Air Liquide. Et aux États-Unis, ils ont l'équivalent qui s'appelle le S&P 500. Et donc là, c'est les 500 plus grosses sociétés dans lesquelles tu as Nvidia, Tesla, tu vois, toutes les grosses sociétés. Et donc l'ETF, il est vraiment extrêmement bête. Son seul métier, c'est de faire la même performance que l'indice. Et donc, tu vois, là, en 2024, le S&P 500, pour parler chiffres, il fait plus 27%. Ouais, c'est une année incroyable. Ça. C'est une année incroyable.
Donc là, tu vas dire, ouais, mais là, vous avez de la chance, etc. Bon, l'année dernière, il fait plus 26%. OK ? Sur les 100 dernières années, le S&P 500, il fait 10% par an. Mais la nuance là-dedans, c'est qu'il y a des années, il fait plus 50, il y a des années, il fait moins 50. Et c'est pour ça que la bourse, ça fait peur. C'est que l'année prochaine, on peut se prendre un moins 50%. Mais sur le long terme, tant que tu restes à la table, t'es gagnant. Parce que statistiquement, c'est jamais arrivé qu'en fait, tu gagnes pas sur le long terme. Il faut que ça reste assez longtemps. Il faut que ça reste longtemps. Et donc, il y a une formule qui est assez connue en anglais, c'est time in the market beats timing the market. Donc, ça veut dire rester dans le marché, c'est plus rentable que de rentrer et de sortir, d'essayer de trader. Et donc, tous les gens qui pensent que être un trader, c'est génial, bah ouais, c'est rentable si t'es un pro. Et donc, nous, on n'est pas des pros. Nous, on a un métier à côté. Et donc, on fait des ETF, on achète l'indice, 10% par an. C'est un rêve, en fait, parce que 10% par an pendant très longtemps, et ben, tu vois, c'est le calcul que tu faisais tout à l'heure. Ouais. Ça peut faire des millions. Et ça va faire des millions juste mathématiquement. Si tu sors pas. Et ça, ce qui est génial, c'est que ça, c'est pas quelque chose qui est uniquement accessible aux super riches. Ça, c'est accessible à tout le monde via un compte titre, une assurance vie, un PER, un contrat de capi. Et chaque contrat a ses avantages, ses inconvénients. Mais en tout cas, c'est accessible à tout le monde pour des frais hyper bas. Donc l'ETF, c'est vraiment la clé. Et l'autre clé, c'est que tu as parlé des intérêts composés, mais il y a un autre phénomène qui est encore un peu moins compréhensible, c'est les frais composés. Quand tu t'achètes un fonds, tu payes des frais. Tu vois ? Oui. Donc on va dire que tu veux pas acheter, tu vas voir ton banquier, tu vas lui dire j'ai vu le S&P 500, je veux acheter un fonds. Il va dire mais les ETF, on n'en a pas de toute façon, parce qu'il ne prend pas de commission dessus. Par contre, on a des autres fonds qui s'appellent en gros des fonds actifs, qui sont gérés par un vrai gérant qui va essayer de battre le S&P. Et donc là, tu vas regarder les frais, tu vas voir que c'est 2% par an. Tu vas dire mais ça va, 2% de frais, c'est pas grand-chose en réalité. C'est vrai que c'est pas grand-chose, tu vois. Mais... Sauf qu'au bout de 30 ans, 2% de frais par an, ça fait 43% de manque à gagner. C'est énorme. C'est énorme, tu vois. Donc ça, c'est une somme que tu vas offrir à ton banquier et à tous les gens qui sont Tu peux l'acheter toi-même. Alors que tu peux l'acheter toi-même via un ETF, et là, tu vas payer non pas 2%, mais tu vas payer 0,20%. Donc tu vas payer 10 fois moins. Et le pire dans l'histoire, vraiment, ça, c'est le pire du pire. C'est pour ça que c'est une arnaque énorme, ces fonds. Les fonds actifs n'arrivent pas à battre le marché. C'est pas moi qui le dis, il y a une étude qui s'appelle l'étude Spiva qui montre que 90% des fonds actifs, des pros, c'est des gérants professionnels, font moins bien que le marché. L'ETF, lui, on rappelle, il est bête, il fait la performance du marché chaque année. Donc tu payes 10 fois moins cher pour un ETF pour être sûr de faire la performance du marché. Donc à l'inverse, tu payes 2% pour avoir 90% de chance de faire moins bien. Oui. Donc c'est vraiment une arnaque. Donc il ne faut surtout pas faire ça. L'ETF, franchement, c'est hyper simple. Et c'est tellement simple qu'en fait, c'est déstabilisant. Donc je vois souvent des clients qui me disent mais je fais rien, je devrais pas en avoir plein. Ben non, parce qu'en fait, tu achètes le S&P 500, tu as 500 entreprises qui sont certes américaines, mais Nvidia, Facebook, Meta, qui font du business partout dans le monde. Donc tu es hyper diversifié. C'est génial en fait. Ça paraît trop bête. Ça paraît trop bête. Mais il y avait un mème sur Twitter qui montrait genre the best book of investment, le meilleur bouquin d'investissement. Et ils mettent page 1, achète S&P 500. Page 2, achète S&P 500. Ouais. Et toutes les pages, c'est juste achète. Et c'est le meilleur bouquin parce que tu peux pas faire en vrai beaucoup, beaucoup mieux. Sauf si tu as des informations particulières ou tu es dans le non-coté et tu achètes vraiment dans des boîtes. Et ça, c'est très difficile et inaccessible pour la majorité des gens. Ouais. Et donc, en fait, ça paraît trop bête, mais finalement, les meilleures solutions sont les plus simples, quoi. Exactement. Tu sais, il y a une règle, il y a Warren Buffett qui est un grand investisseur, un investisseur légendaire qui dit règle numéro 1, ne perds pas d'argent. Règle numéro 2, rappelle-toi de la règle numéro 1. Ouais. Et tu vois, ça résume bien sa philosophie. C'est simple. Et d'ailleurs, Warren Buffett, qui est un investisseur professionnel, qui lui sélectionne les titres, lui, il a dit le jour où il décédera, il investira sa fortune ira automatiquement dans des ETF. Donc tu as envie de dire, mais si le mec qui bat le marché depuis 50 ans sans discontinuer, il fait ça, pourquoi tout le monde ne fait pas ça? Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, l'ETF, c'est en train d'exploser. Et c'est de loin l'instrument le plus rentable et le plus pratique pour un utilisateur, pour un investisseur. Le seul truc qu'il faut bien retenir, c'est que si le marché baisse, l'ETF baisse. Mais encore une fois, c'est pas grave. On est là pour le long terme, 10% par an. D'où ton image de matelas, pour que tout le temps, tu as une somme prête à employer en cas de besoin, que tu ne dépendes pas de « Ah mince, le marché est bas, je dois vendre maintenant parce que j'ai besoin d'acheter je sais pas quoi et je vais perdre ». Tant que tu n'as pas besoin de cet argent-là, c'est pour ça qu'il faut que les gens se séparent dans leur tête l'argent
fonctionnel pour ton fonctionnement en tant que personne et famille, et l'argent qui doit rester et sur lequel tu ne sors que quand tu veux et quand le timing est bon, etc., et tu ne subis pas les baisses du marché. Une fois que tu as séparé ça, le danger est beaucoup plus faible parce que le danger, c'est juste une année X où ça se passe très mal, mais l'année d'après, ça va revenir, comme tu disais. Ça va revenir. Et si ce n'est pas l'année d'après, ça sera la suivante. Et tu vois, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un phénomène qu'on appelle les soldes. Et quand les prix baissent, tu as des gens qui se ruent dans les magasins. On a tous vu les scènes, tu vois, aux États-Unis où ils se battent pour acheter des trucs, ou Black Friday qui est devenu, qui est importé des États-Unis, mais qui a explosé en popularité. Les prix baissent, les gens achètent. En bourse, les prix baissent, les gens vendent. Mais pourquoi ? Enfin, qu'est-ce qui a changé ? Rien n'a changé. C'est juste que le marché a décidé que ce qui valait 100 hier vaut 80 aujourd'hui. Mais fondamentalement, nous, on sait que ça va revenir à 100 un jour et ça dépassera. Donc, en fait, c'est un super moment pour acheter. Donc, les meilleurs investisseurs, c'est ceux qui se disent « ça baisse, c'est génial, et donc j'achète ». Et donc là, il y a quand même un truc qui est difficile, c'est comment tu vas réussir à, le jour J, tu as pris moins 50%, à appuyer sur le bouton pour remettre au pot. Ou alors, encore pire, tu as acheté au sommet, au pic. Aujourd'hui, on va dire que c'est le pic, et demain, ça perd 50%. Comment tu fais ? Tu n'as plus d'argent pour réinvestir. Là, tu es vraiment bloqué. Et donc là, il y a un truc qui s'appelle l'investissement programmé, ou le DCA en anglais. Et ça, c'est vraiment génial. C'est que tu vas, au lieu de dire, moi, je vais essayer d'investir au meilleur moment, tu vas investir tout le temps. Donc, tu vas acheter jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Tu répartis ça sur le temps. Tu répartis. Donc, par exemple, tu as 10 000 euros à investir, ou généralement, tu as 0 euros à investir. Et c'est juste que chaque mois, à la fin du mois, il te reste, je sais pas, 200 euros. Et donc, ces 200 euros, tu vas les investir. Et donc, chaque mois, tu vas faire ton investissement et tu vas le programmer. Tu ne peux pas dépenser l'argent que tu ne vois pas. Donc, tu fais virement automatique vers ton courtier et ordre automatique, si tu peux le faire. Et tu vois, j'ai fait une démonstration là par l'absurde sur Finari. On a lancé un produit crypto l'année dernière et j'ai investi 100 euros toutes les semaines, 50 euros sur... Wow. En un an et demi, un peu plus, j'ai fait x2 en achetant tout le temps. C'est-à-dire, quand j'ai acheté là, j'ai acheté aujourd'hui à 100 000. Ouais. Mais peu importe en fait, parce que j'ai aussi acheté quand ça baissait à fond. Et puis peut-être parce que ça va monter encore plus. Donc c'est pour ça que comme on ne sait pas du tout dans quelle direction ça va, il vaut mieux acheter par mois pour qu'on ne tombe pas sur le mauvais moment. On tombera pas peut-être sur le meilleur, mais en tout cas, on est sûr de ne pas tomber sur le pire moment. Et les crises, elles sont longues, tu vois. Donc quand il y aura une crise, tu auras le temps de bien acheter et donc de baisser vraiment ton prix d'achat moyen. Et donc forcément, tu vas augmenter ta performance. Donc c'est vraiment dans ces moments-là que c'est intéressant d'acheter en réalité, c'est quand c'est les soldes. Et vu que c'est difficile de passer à l'action, c'est un biais cognitif, tu vois, on est bloqué parce que tout le monde nous dit c'est la crise, c'est la fin du monde, etc. Pendant le Covid, regarde, on pensait peu en mis. Peu ont mis, alors que c'était les soldes du siècle. Et d'ailleurs, quand tu regardes ce qu'a fait Warren Buffett, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis des valises incroyables. Il avait du bagage en soute, mais énorme, parce que lui, il s'est dit, ça faisait des années qu'il attendait un moment comme ça. Là, il n'attendait pas le Covid, mais il attendait une grosse baisse. Donc, tu listes ton investissement, t'automatises, et du coup, après, tu vas faire autre chose. Et le DCA, c'est assez magique en réalité. C'est autopilote. Tu es vraiment en autopilote et tu peux te concentrer sur autre chose, ton business en l'occurrence. Exactement. Ok. Et qui dit... Donc maintenant, on a couvert que être freelance, ça te donnait beaucoup plus de moyens d'investir et donc tu atteins plus rapidement ton indépendance. On a couvert la stratégie que tu appelles pyramide. Maintenant, parlons des dépenses personnelles. Parce que si je dois mettre de côté, je vais enlever de mon salaire, quoi. Et aujourd'hui, quand on est jeune... 18, 25, même 30, etc. On commence par des salaires peut-être pas très hauts et on se demande, on se dit c'est pas du tout le moment d'investir parce que j'ai pas assez d'argent et j'attendrai quand j'aurai beaucoup d'argent. Et en fait, il y a cette règle que, encore une fois, qu'on t'enseignera jamais à l'école, mais qui est une règle hyper connue qui dit, c'est la règle des 50-30-20 où on te dit, quel que soit ton salaire, tu mets 50% sur les trucs nécessaires pour toi, ton loyer, ta bouffe, etc. 30% sur les loisirs, sorties, ciné, voyages. Et ça te permet d'avoir cette discipline pour ne pas dépenser trop sur les loisirs et de dépenser selon tes moyens. Et puis 20% sur l'investissement. Et celui qui fait ça, il est garanti de commencer à construire son patrimoine assez tôt, même s'il gagne que 2000 euros net ou moins de 1800, etc. Et derrière, il va commencer à bâtir très tôt. Mais comme il y a l'effet boule de neige dont tu parlais, ce que tu as mis avec ton petit salaire quand tu avais 23, 25 ans, ça vaudra plus que ce que tu vas mettre à 40 ans. Ça vaudra beaucoup plus. Alors que tu mets 1000 euros d'investissement à 40 ans au lieu de 200 par exemple, ou de 400. Donc en fait, finalement, quel que soit le salaire de départ, avec cette règle de 50-30-20, tu es garanti de commencer à investir. Mais la question c'est, comment on sait combien... Parce que je me suis toujours dit, il n'y a personne qui nous dit qu'est-ce qu'on a le droit d'acheter ou pas
quand on gagne tel salaire et tel salaire. Est-ce qu'on peut s'acheter une ceinture Hermès quand on gagne 2000 € par mois? Oui, tu peux l'acheter, Sam. Je t'ai dit, tu peux le faire. Mais est-ce que tu devrais? Est-ce que tu devrais le faire? En fait, je pense que tu devrais quand même profiter de la vie. Et tu vois, il y a tout un mouvement qui s'appelle le FIRE. Ouais. Et eux, leur philosophie, c'est de dire on va épargner le plus possible. Donc eux, ils font pas du 50-30-20. Ils font du... En fait, c'est l'inverse. Eux, ils font du 20-30-50. Donc ils épargnent 50% de leur Ça, revenu. c'est l'extrême. Ça, c'est extrême. Ça veut dire quoi, concrètement? Tu peux pas vivre à Paris. Tu manges des pâtes. Tu vis dans un... Chambre de bonne. Ouais, voilà, tu vis dans une chambre de bonne à Joinville, tu vois, et tu tapes 1h30 de RER tous les jours. Ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas... le seul intérêt, c'est que tu vas pouvoir partir plus vite à la retraite. Mais franchement... Mais tu vas très mal vivre au début. En fait, tu vas super mal vivre toute la période avant. Et après, une fois que tu seras à la retraite, tu vas compter les centimes. Donc, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Donc, l'idée, c'est de commencer effectivement à 20%. Je rappelle, la moyenne des Français, c'est 17%. Hein, donc, on est vraiment très bon à ça. Les Français, en moyenne, sont vraiment d'excellents épargnants. Bons épargnants. Il leur manque juste la case investissement. Il leur manque l'investissement. Tout part sur les comptes courants et tout. Maintenant, en fait, c'est juste une variable d'ajustement. Et c'est ça qui est trop bien. C'est que peu importe ton salaire, c'est ton taux d'épargne qui compte. Et donc, les 20%, c'est ton taux d'épargne. Ouais. Ce qu'on voit sur Finaris, c'est qu'en réalité, les gens qui sont avertis, ils vont plutôt aller sur 25% de taux d'épargne. Et là, ça commence vraiment à être intéressant. Même sur des salaires? Même sur des salaires. Ouais, non, parce qu'en fait, ils prennent l'habitude de vivre avec un peu moins. Et moi, il y a une philosophie que j'aime bien, c'est d'avoir 1 an de retard sur ton niveau de vie actuel. C'est-à-dire que c'est ton niveau de vie, 1 an de retard sur ton salaire. C'est que tu as une augmentation. Génial, bravo. Tu changes pas de niveau de vie. Tu changes pas de niveau de vie. Tu gardes ton niveau de vie actuel. Et tu crées un décalage d'1 an. Exactement. Et 1 an plus tard, tu l'ajustes un peu à la hausse. Mais tu prends ton temps. Et peut-être qu'un an plus tard, tu auras déjà eu une nouvelle augmentation. Donc tu te retiens d'acheter l'iPhone de cette version-là, tu sautes toutes les versions. Tu vas sur Back Market, tu achètes un iPhone. Tu n'achètes pas la ceinture Hermès encore? Non, tu ne l'achètes pas, finalement. C'est pas vrai. Tu achètes des actions Hermès. Tu achètes des actions Hermès. Et ça, bon, il y a plein de comparatifs quand tu regardes sur Twitter. Des gens qui disent, au lieu d'avoir acheté l'iPhone 12, voilà, je sais pas, là, 10, tu aurais acheté du Apple, tu aurais explosé. Pour la même somme. Pour la même somme. Ouais. Moi, d'ailleurs, ce que je fais à titre perso, c'est qu'à chaque fois que j'achète un produit Apple, et je suis full Apple, tu places. J'investis la même somme dans Apple. Ouais. Et donc, c'est une belle action. Apple. Je me dis, c'est une très belle action. Et je me dis, au moins, c'est pas parfait, mais j'amortis un peu le choc. Et c'est vrai que c'est dur, tu vois. C'est comme si tu avais investi. Les pires gens, je pense que c'est les gens qui ont acheté du Bitcoin et qui ont ensuite acheté des objets avec ces Bitcoins. Donc là, j'ai un ami qui a acheté un MacBook. Aujourd'hui, son MacBook, il vaut 50 000 €. Donc ça fait quand même assez mal au cœur. Il a payé 0,5 Bitcoin, le pauvre, à l'époque. C'est comme la pizza à 100 000 Bitcoins à l'époque. C'est la pizza à 10 000 Bitcoins. 10 000, mais bon, 10 000 Bitcoins, ça fait mal, quoi. Mais donc, en gros, le taux d'épargne, c'est la variable d'ajustement. Et vous pouvez faire le calcul. Tu regardes combien tu peux épargner et essaye de mettre un petit peu plus. Tu mets un petit peu plus. Et surtout, comment tu peux mettre un petit peu plus? Tu vas dire, j'épargne 500 € par mois. Tiens, je vais passer à 600. Et dès que ton argent rentre, virement automatique. Donc, tu n'as même pas d'action manuelle à faire. Et vu que l'argent ne va pas être sur ton compte, par magie, ça a fonctionné. Et l'autre hack que moi j'aime bien, c'est pas un hack en réalité, mais c'est très basique, c'est que j'ai une carte de débit. J'ai pas de carte de crédit. Donc j'ai pas besoin, tu vois, de regarder le découvert, puisque je peux pas être à découvert en fait. Donc je peux pas dépenser plus que ce que j'ai. Et vu que sur mon compte, j'ai plus l'argent que je vais épargner, puisqu'il est déjà parti sur un autre compte. Dès le début. Bah ouais, parce qu'en fait tu sépares les comptes. Donc l'argent rentre, virement automatique. Là, tu payes le 1er du mois. Le 2 du mois, virement automatique vers le compte d'épargne. Et là, en fait, ce qui reste du coup, ça c'est le compte avec lequel c'est l'argent qui te reste pour vivre. Et ça, tu peux te faire plaisir, tu vois. C'est des hacks qui sont importants parce qu'on voit que c'est très dur d'avoir cette discipline dont tu parles. Dur. Par exemple, décaler d'1 an ton niveau de vie, c'est terrible parce que tes camarades de classe qui sont sortis la même année que toi, qui sont dans les mêmes salaires, eux, ils vont se permettre des voyages, etc., que tu peux pas. Et même les entrepreneurs, tu vois. Et même les entrepreneurs, ouais. Tes camarades de classe, ils sont dans des super jobs, ils gagnent une fortune. Ouais. Toi, t'es un peu le vilain canard, mais croyez-moi, c'est tout le truc de la gratification immédiate. Exactement, ce que j'allais dire, c'est la gratification différée. Et c'est toujours celle qui est la plus rentable. Exactement. Et ça me rappelle, tu connais cette expérience-là qui a été faite sur des gamins, sur ce truc. Ils ont pris des gamins dans une pièce, chacun seul, et ils leur ont donné un cookie. Et ils leur ont dit, si tu ne le manges pas tout de suite, je reviens dans 15 minutes. S'il est toujours là, tu auras un deuxième cookie. Et en fait, ils ont suivi ces mecs-là 15 ans après ou 20 ans après. Et tous les mecs qui n'ont pas mangé le cookie le premier, ils ont eu des parcours un peu réussites et les autres ont eu beaucoup de problèmes. Et en fait, chacun avait des hacks pour ne pas manger de cookies. C'est ça qui est ouf. C'est que certains chantaient, certains faisaient le tour de la table, certains fermaient les yeux ou les oreilles. Et puis d'autres qui ont tout de suite pris le truc, tu vois. Donc en mode. Et en fait, c'est dingue, mais ce truc de différer la récompense,
c'est pas facile en fait. C'est ça qui sépare finalement ceux qui réussissent un peu dans tout, l'investissement et dans le reste aussi. Ouais, c'est hyper difficile. Et tu vois, c'est comme dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, tu vois la presse titre Elon Musk, l'homme le plus riche du monde. Mais attendez, il faut lire la biographie d'Elon Musk pour voir que le mec, Combien il a risqué ? Il a risqué, il a fait une première boîte. Il a mis all-in de ce qu'il a gagné sur la première boîte dans la deuxième boîte. Ensuite, il a mis all-in de ce qu'il a gagné sur la deuxième boîte sur les prochaines boîtes, SpaceX et Tesla. Oui. Ensuite, il est passé 800 fois au bord de la faillite. Il a dormi dans ses usines. Il a fait des trucs complètement fous. C'est un gars qui, honnêtement, est quand même très borderline, mais il est allé vraiment à l'extrême du truc. Et oui, aujourd'hui, il est milliardaire et c'est l'homme le plus riche du monde. Mais attention, les sacrifices qu'il a fait. À chaque moment, il aurait pu tout perdre. Il aurait pu tout perdre et personne n'en parle. On voit que le résultat. On voit pas le chemin parcouru. Oui. Et chaque entrepreneur sait que. Et c'est pour ça que c'est dur quand on voit en France qu'on stigmatise les entrepreneurs qui réussissent. Mais ils sont passés par des moments hyper durs et surtout, ils ont payé des salaires, ils ont permis à des gens de vivre aussi. Oui. Donc, il faut vraiment pas seulement regarder la finalité, il faut regarder aussi ce qui s'est passé avant. Et sur l'investissement, c'est pareil. C'est oui, ok, je me prive maintenant, mais en réalité, ça va payer des grosses dividendes. Le seul truc, c'est la limite pour moi, c'est de ne pas se priver au point d'avoir une vie qui est un peu misérable pour se dire, allez, le jour où j'aurai atteint 1 million d'euros de patrimoine, là, tout sera plus beau. Oui. Non, parce qu'en réalité, le jour où tu deviens millionnaire, là, c'est exactement comme la veille et tu dis, ah, maintenant, il me faut 10 millions. Et là, tu as un autre problème. Tu vois toujours la suite, quoi. Par contre, le premier million, c'est vraiment le plus dur. Et c'est comme les 100 000 premiers euros sont les plus durs parce que ça, c'est le phénomène des intérêts composés. Oui, tu vois, on va y venir de ça. On va y venir sur ça. Mais moi, j'avais une idée pour cette partie de... Tu disais tout à l'heure, les actions, c'est pas naturel pour les Français de se mettre dessus. Pas du tout. Moins de 10% des Français qui font des actions. Alors que c'est vraiment... c'est impossible de faire sans les actions si tu veux... Action ou indice d'action, ouais. Si tu veux te constituer un patrimoine et atteindre ta liberté. Et ce que je raconte comme histoire, c'est que pendant très longtemps, Steve Jobs était payé 1 euro, $1, c'était son salaire vraiment, parce qu'en fait, tout était dans ses actions. Et quand les gens voient qu'un tel pèse 1 milliard, 5 milliards, 10 milliards, bien sûr, c'est jamais du cash. Personne n'a du cash. Donc en fait, ces mecs-là, leur fortune entière est quasiment en actions, que ce soit en coté, pas coté, etc. Ils ont des accès à d'autres trucs que les autres. Mais quand tu sais que ces gars-là, c'est que des actions qu'ils ont, tu peux te dire, ok, c'est pas exotique de mettre de l'argent dans des actions, parce qu'en France, on a l'impression que c'est vraiment les connaisseurs qui mettent dans les actions, alors que c'est tous ceux qui ont un peu de fortune sont obligés de mettre dans les actions, sinon tu peux pas juste avec du cash faire quoi que ce soit, en fait, tu vois. Surtout que c'est génial parce que on est tous les deux entrepreneurs, il y a plein d'entrepreneurs qui regardent la vidéo. Mais là, nous, on a tous la chance de prendre une petite part des plus belles boîtes du monde. De Nvidia, qui est, je pense, la boîte la plus folle de l'histoire, tu vois. Moi, j'achetais des GeForce avant. Moi aussi, des cartes graphiques. Ouais, des cartes graphiques. Et aujourd'hui, ils ont pivoté vers l'IA et c'est une imprimante à cash, cette boîte. Et bah, tu peux devenir actionnaire de cette boîte. Tu peux devenir actionnaire de LVMH qui fait les sacs Louis Vuitton. C'est à un clic. Depuis la France. Depuis la France. Même pas en non, t'es ici. T'investis et c'est quasiment gratuit en plus d'investir. Tu vois, il n'y a quasiment pas de frais. Donc, c'est quand même dingue. Ouais. Et ça, c'est la plus grosse machine de création de richesse. Clairement. Et tu regardes les grosses fortunes, effectivement, leur patrimoine, c'est pas, ils n'ont pas 60 maisons. Parce que déjà, tu peux pas. Au bout d'un an, t'as 15 chalets, c'est bon. T'imagines la gestion de ces trucs-là. C'est trop compliqué. Par contre, tu peux avoir $1 milliard dans des actions, dans des ETF. Exactement. Et ça, en un clic, tu les récupères. En un clic, tu les bouges. Tu les changes, c'est génial, prends d'autres actions. Ça, c'est incroyable. Et c'est ça la force de cet actif. D'ailleurs, il y a un compte Twitter qui suit les positions des congressmen, des sénateurs, ouais. Des sénateurs américains. Et donc tu peux voir, parce que c'est public, ils doivent le déclarer. Ouais. Et tu peux voir qu'ils ont 500 000 en Nvidia, 300 000 en indice. Et c'est le vice-président américain aujourd'hui qui va prendre la place bientôt. Il avait 5 millions en indice Nasdaq, donc les boîtes technologiques, 5 millions en indice SP500, je pense, 500 000 Bitcoin et 500 000 Nvidia. Ouais. C'est ça son portefeuille, quoi. Et en fait, il doit avoir du cash et peut-être un peu d'immobilier, mais ça n'a rien à voir avec cette quantité. Il n'a pas 10 millions en immobilier ou 10 millions en cash. C'est principalement dans des actions et des indices, quoi. Et d'ailleurs, tu peux aussi voir le patrimoine de Trump, qui lui a, je crois, 6 millions d'euros de crypto, parce qu'il a reçu des donations, il a de l'Ether et tout. Et j'avais analysé le patrimoine de l'ancien Premier ministre, il y a son nom qui m'échappe, comment il s'appelle déjà, Gabriel Attal. Oui. De Gabriel Attal, qui avait un patrimoine assez intéressant. Et donc, on avait aussi regardé les patrimoines des candidats à la présidentielle. Et là, en fait, c'est à l'image de l'éducation financière qu'on reçoit. Ah ouais, il y a un appartement de temps en temps et il y a 100 000 euros sur des comptes courants, tous les livrets au maximum, alors qu'on sait que ça rapporte rien. Mais ils n'ont pas d'actions ? Non, très peu. Il y avait Bruno Le Maire qui avait des actions et c'était tout.
Et il y avait Valérie Pécresse qui, elle, avait 10 millions d'euros d'immobilier. Elle était blindée. On adore l'immobilier en France. On adore l'immobilier. C'est une transition parce que pour finir, j'aimerais parler de la levier dette. Okay, le levier de la dette, alors c'est fascinant parce que quand tu es pauvre, entre guillemets, l'argent te sert, les revenus te servent à payer tes factures et ton loyer. Quand tu es un peu plus classe moyenne, ça te sert à payer le loyer, la bouffe, mais aussi payer ton crédit immobilier. En général, c'est ce que tu possèdes comme patrimoine. Et ensuite, quand tu es riche, bah en fait, le crédit te permet de devenir encore plus riche parce que comme tu as des actions, etc., tu peux emprunter par ce collatéral-là. Et en fait, via les crédits, ils arrivent à doubler ou tripler leur patrimoine. Ouais, ça, c'est fou. Ça, c'est incroyable. Tu vis à crédit, en fait. Tu vis à crédit. Comme les pauvres. Sauf que c'est un crédit qui te rend plus riche. C'est ça qui est incroyable. Et en fait, du coup, c'est à partir de quel niveau tu penses que ce levier crédit en France, moi, j'en connais quelques-uns des entrepreneurs qui passaient 3 à 4 millions, ont commencé à avoir ce levier-là en commençant en 15 ans, ça devient peut-être 7-8 millions parce que les banques leur ont emprunté, ils prennent de l'immobilier. Et après, ils ont, comme tu dis, des bilans annuels qui leur permettent de encore plus. C'est incroyable parce que quand tu es riche aujourd'hui, si tu es à peu près pas très bête, tu es condamné à juste devenir plus gros encore. C'est beaucoup plus simple. C'est pour ça qu'on dit le premier million, c'est le plus dur parce que c'est vraiment beaucoup plus simple d'aller de 1 à 2, de 2 à 10. Oui. Parce que, en fait, effectivement, tu as accès à beaucoup plus de choses. Tu as aussi fait beaucoup d'erreurs. Donc, tu sais aussi ce qu'il faut faire et pas faire. Oui. Mais en gros, tu peux t'endetter pour acheter de l'immobilier. Donc là, c'est un crédit immobilier classique. Et ce qui est génial, c'est que nous, on a tous une capacité d'emprunt à titre individuel qui est en gros, on va dire, 30%, un peu moins. De notre rémunération. 35%, je crois, de notre... Exactement. Donc, rémunération, moins le loyer, machin et tout. Reste à vivre. Tu vois, il faut que tu aies assez de reste à vivre. Donc ça, c'est capé. Au bout d'un moment, je veux dire, à part si tu gagnes, à part si c'est Mbappé, t'es vite capé. Mais si tu as une entreprise, tu peux aller beaucoup plus loin. Oui. Et si tu as une entreprise qui a de l'immobilier, parce que tu as acheté plein de biens, mais alors là, en fait, tu vas juste mettre ton bilan en garantie et ta banque va te faire confiance parce qu'elle sait que tu sais faire des opérations. Et donc, effectivement, on a tous des entrepreneurs autour de nous qui ont 30, 40, 50, 60, 100 biens. Et donc ça, c'est pas des gens qui sont des génies, c'est juste des gens qui vont de façon hyper méthodique et qui tac, 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 enchaînent. Par contre, quand même, ce qu'ils ont, c'est surtout une boîte rentable. Oui. En fait, la boîte rentable, c'est un peu le, tu vois, c'est le noyau dur. Ouais, c'est le diamant, tu vois, il le montre au banquier, ils disent regarde ce que j'ai, et le banquier dit ok, vas-y, je te donne du crédit pour que tu restes avec moi. Sans vendre la boîte. Sans vendre la boîte, c'est ça qui est magique. Après, tu peux faire des LBO, enfin, on va pas rentrer là-dedans. Oui. L'autre énorme outil, c'est effectivement quand tu es un peu plus aisé, mais nous, on le propose à des clients chez Finari qui ont, allez, on va dire à partir de 500 000 euros dans une assurance vie ou dans un PEA. Tu peux le faire aussi dans un compte titre. Là, ce que tu vas faire ce que tu as décrit tout à l'heure, tu vas faire un crédit lombard. Donc, tu as 500 000 euros sur le S&P 500 et il y a une banque qui va te dire moi, je te prête 250 000 euros à un taux qui va être en gros en ce moment, on va dire 4%. Un peu moins. Et sa sécurité, c'est... Sa sécurité, c'est qu'ils vont bloquer... Exactement. Mais toi, tu restes investi à 100%. Oui. Donc, tu continues à bénéficier de l'effet boule de neige. Exactement. Donc, les marchés montent. Ouais. Les marchés peuvent baisser aussi, évidemment. Mais eux te prêtent 50%. C'est pour ça qu'ils te prêtent que 50%. Oui. Au cas où, parce que si tu as une baisse de 50%, eh ben, au pire, ils prennent le collatéral. Tu vois. Mais bon, toi, en gros, ça n'arrivera pas. Et donc, cet argent-là, tu peux décider de faire quoi ? Bah, tu peux le remettre dans le pot. Et donc là, tu viens de remettre 250 000 euros. Et théoriquement, en achetant des SP500. En achetant des SP500, et tu pourrais refaire un lombard dessus pour refaire la même chose. Ce que font les gens qui sont très riches, ça c'est un peu un secret, tu vois, de Polichinelle, mais c'est un secret. Quelqu'un qui est très riche, on va dire qu'il a 100 millions, il investit dans le SP500, il va prendre un emprunt pour, on va dire, 10 millions. En fait, c'est comme une ligne de crédit à la demande. Et il fait ce qu'il veut. Et il va la tirer, en fait, ça s'appelle, et il va vivre sur ça. Parce qu'il la paye 4% cette ligne, alors que le SP500, il gagne 10%. 12 ou 10, ouais. Donc tu vois, il arbitre entre les deux. Mais ça, c'est incroyable. Et donc, c'est un arbitrage. C'est magique. C'est magique. Et à un moment, il n'y a pas si longtemps que ça, l'emprunt, tu le payais 1%. Ouais. C'était il y a 5 ans, ça. C'était pas... Il n'y avait même pas d'arbitrage. Il n'y avait même pas d'arbitrage. Gratuit, c'est de l'argent gratuit. Gratuit. Et donc, quand on dit les riches deviennent de plus en plus riches, c'est parce que, effet boule de neige, intérêt composé. Et surtout, ensuite, ils s'endettent encore plus. Oui. Et donc, il y a vraiment... Ça, c'est de la bonne dette. Après, il y a la mauvaise dette. La mauvaise dette, c'est quoi ? C'est dette de carte de crédit. C'est, tu vois, c'est acheter des objets comme acheter ta ceinture Hermès à crédit. Ça, c'est de la mauvaise dette. La bonne dette, c'est celle qui te permet de créer ton capital. Et ça, c'est génial. Et il faut s'endetter. Ça fait peur. Mais en fait, quelque part, tu vois, la dette, c'est juste que c'est quelqu'un d'autre qui te donne du capital. Mais c'est toi qui t'enrichis. C'est génial, tu vois. Et avant d'avoir cette boîte, ce noyau dur dont tu parles qui te permet de faire tout ça, si tu es plutôt freelance ou jeune salarié, tu vas pas, comme tu disais tout à l'heure, faire que des trucs très safe.
très sûr, parce que quand c'est sûr, le retour est très faible. Donc, tu dois avoir peut-être au lieu de faire que... Il y a des gens qui sont jeunes qui se disent, moi j'ai quelques paris très forts que je vais faire, crypto par exemple, etc. Et d'ailleurs, je veux pas faire d'immobilier, parce que si je fais de l'immobilier tout de suite, ça va m'enlever une grosse partie de ma marge de manœuvre, parce que... Financer ton apport. Tu dois financer ton apport, mais en plus, les mensualités pour le même appart vont être plus grosses que si c'était un loyer. Et donc, moi, je connais des entrepreneurs qui n'ont jamais pris d'appartement, d'investissement immobilier. Ils ont toujours été full actions, investissements, etc. Et ils avaient beaucoup plus d'effet de levier, parce que 12% annuel ou 10% via un truc, c'est mieux que le rendement immobilier qui est à 2% annuel. Qui est vraiment pas terrible, surtout tu vois, à Paris. Et tu vois, moi, je suis pas propriétaire de ma résidence principale. Alors, j'ai des biens locatifs, mais je pense que je l'achèterais jamais ou pas avant très longtemps. Sauf si c'est psychologique et que tu veux juste savoir que tu habites chez toi, mais financièrement... Ce qui s'entend. Mais si c'est que financier, ça n'a pas vraiment d'intérêt. C'est quasiment toujours moins rentable. Tu peux expliquer ça ? En fait, c'est assez simple. C'est que si tu achètes ta résidence principale, tu vas faire quoi ? Tu vas acheter la résidence la plus grosse possible, l'appartement dont tu rêves, etc. Oui. Donc, tu vas aller chercher le plus gros crédit. Ce gros crédit, en gros, il va t'annuler ta capacité d'emprunt. Tu pourras plus emprunter. Donc déjà, tu peux plus faire du locatif. Tu mets un apport énorme. Tu payes des frais de notaire qui en fait sont 85% d'impôts. Donc en fait, c'est pas des frais de notaire, c'est des taxes, quoi. C'est juste que c'est que tu aurais investi. Que tu aurais pu investir aussi. Que tu reverras jamais les frais de notaire. Parce que tu vois, voilà. La banque te prête, ça c'est bien, tu vois. Et c'est un crédit à taux fixe, donc ça c'est génial. Tu rentres dans l'appartement. Et tout le monde va te dire oui, mais c'est génial parce que maintenant je jette plus un loyer par la fenêtre. Oui, mais tu rembourses une mensualité. Mois après mois après mois. Et en plus, tu as payé des frais de notaire qui sont monstrueux, 8%. Tu achètes un appartement à 1 million, tu as mis 80 000 euros. Avant de rembourser ça, mais c'est énorme, tu vois. Tu aurais pu mettre un paquet de loyer là-dedans. Donc ça, c'est perdu. Maintenant, si tu fais pas ça, tu dis, moi, je suis OK de vivre dans un meilleur appartement, dans une grande ville, pour moins cher. Parce que c'est ça la réalité. C'est que, tu vois, appartement égal, la mensualité, elle coûte beaucoup plus cher que le loyer. Tu vas dire, moi, je veux juste m'endetter à mort pour acheter des biens locatifs. Le bien locatif, c'est un bien productif. Tu t'endettes, tu achètes un T2, tu le mets en location longue durée, sous un régime qui s'appelle le LMNP. Il y a 1000 vidéos dessus, franchement, c'est assez basique. T'amortis la valeur du bien, t'amortis comptablement le bien, ce qui annule tes recettes. Mais en gros, tu loues le bien, on va dire que tu as 800 euros de mensualité, tu le loues 800 euros. C'est une opération un peu pas vraiment cash flow neutre, parce qu'en réalité, tu payes quand même quelques trucs en plus. Mais ça ne te coûte pas grand-chose de ta poche. En attendant, tu vas quand même pas payer grand-chose, tu vois, pour rembourser la mensualité. C'est ton locataire qui rembourse la mensualité. Peut-être que tu remets, allez, on va dire 100 euros pour payer des taxes, des machins. Mais en attendant, c'est toi qui t'enrichis. Et tu peux en faire 1, 2, 5, tu peux en faire plein, des biens comme ça. Et au bout d'un moment, tu peux rentrer dans une spirale qui est assez magique. C'est que la banque va voir que tu sais faire des opérations rentables, tu vois. Et donc là, moi, je parle à la banque. Elle va te prêter plus parce qu'elle va dire, bah, on sait, hein, c'est un bon. Vous, Rassem, bah, vous savez faire des opérations, donc allez, on vous prête un peu plus. Ça débloque un truc dans le game. Exactement. Tu unlock un nouveau truc dans le game de patrimoine. Exactement. Et ce que j'invite tout le monde à faire, c'est d'acheter un premier appartement quand même pour tester, parce que c'est du travail. Tous les mecs qui vendent des formations là, ce qu'ils disent pas, c'est que il y a des fuites d'eau, il y a des locataires qui payent pas, il y a du turnover. Moi, ça me hante, ça. Ouais, mais c'est terrible. Et nous, on a plein de clients qui nous disent, franchement, j'ai vendu tous mes biens, me parlez plus jamais d'immobilier. Je préfère faire de la SCPI, qui est en gros de l'immobilier géré pour toi, ou je préfère faire des actions parce qu'il n'y a pas de fuite d'eau dans les ETF aux dernières nouvelles, donc tu vois, c'est safe. Mais en gros, c'est vraiment un choix philosophique. Tu veux être chez toi, pas de problème. Par contre, vu que tu vas vraiment mettre tout le max de ton côté, tu vas mettre le max budget, bah, l'immobilier locatif sera dur. Et l'immobilier locatif, lui, bah, c'est de la gratification différée. Et la vraie nouvelle, c'est que moi, mon pari, c'est de dire, je vais acheter des biens locatifs avec ma capacité d'emprunt, parce que vous avez tous une capacité d'emprunt si vous êtes en CDI. Faut l'utiliser. Si vous avez une boîte rentable, vous en avez. Faut l'utiliser. Et l'appartement, ma résidence principale, la résidence principale de mes rêves, bah, je l'achèterai avec le fruit de mon travail, donc de ma boîte. Et donc le jour où je revendrai ma boîte ou le jour où je pourrais vendre une petite partie, là, je fais un truc de fou. Là, je fais un truc de fou. Et là, c'est pas grave. Là, c'est débile, tu vois. Là, je te dirais, Rassem, j'ai mis, c'est n'importe quoi. Là, j'ai mis 2 jacuzzis dans le truc. Mais je suis chez moi. Et surtout, je compte pas. C'est pas vraiment du patrimoine pour ça. C'est ce qu'on appelle même un bien de jouissance. C'est un plaisir. C'est un plaisir. C'est littéralement tu vois, tu te payes un plaisir. Un banquier va regarder ça, il va se dire, ça, on le regarde même pas en fait, parce que on va pas le vendre de toute façon ce bien. Ce bien, on n'y touchera même pas. C'est votre cocon à vous. Par contre, les biens locatifs. Et moi, les biens locatifs,
je m'en fous complètement, tu vois. Je le fais de façon purement rentable. Je regarde pas la déco qui me plaît, je regarde la déco qui plaît à mon locataire. Donc, c'est du marketing, tu vois, c'est du positionnement. C'est un produit. Et donc, choisissez. Et une fois que vous avez choisi, si vous voulez pas de résidence principale, allez-y à fond sur le bien locatif. Ok. Et après, il y a plein de schémas, tu vois, mais ça, c'est vraiment hyper rentable. Intéressant. Pour finir, on a parlé de tout ça, mais l'asset qui a fait le plus de perf depuis 10 ans s'appelle le Bitcoin. Ouais. Il est ni dans l'immobilier, ni dans les actions, ni dans les trucs intelligents qu'on est en train de dire. C'est quoi ta position, toi, sur le Bitcoin ? Il y a des gens qui sont devenus très riches avec de la chance via le Bitcoin. Mais comment aujourd'hui tu l'intègres, toi ? Pour moi, Bitcoin, c'est vraiment la revanche des petits contre les grands. Parce qu'en fait, c'est la première fois que nous, les petits, on a pu acheter en premier un truc. Et les méga riches, début du Ponzi. Les méga riches, les banques, ils sont arrivés aujourd'hui là à 100 000. À peine. Ils sont même pas dedans. Quoi. Ouais. Donc, c'est quoi ma position ? Bah, en fait, est-ce que tu penses que les États, quels qu'ils soient, vont acheter ? Non, même pire. Est-ce que tu penses que les États ont intérêt à te protéger toi ? Est-ce que tu as 100% confiance dans l'État et tu penses que l'État aura toujours ton intérêt à cœur ? Si la réponse est ouais, j'ai un doute quand même, eh ben, il faut se baquer. Et avant, on se baquait avec de l'or. Il y a une guerre mondiale, j'ai de l'or. Il y a un conflit, j'ai de l'or. Il y a une crise politique, j'ai de l'or. Le problème de l'or, c'est qu'il faut le stocker, c'est hyper dur à vendre, tu as des frais énormes. Le déplacer après quand tu veux. C'est difficile à sécuriser littéralement l'or. Donc, il y a le Bitcoin qui est arrivé et c'est l'or digital. Il se trouve que c'est hyper volatile, ça bouge beaucoup. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui... Pour l'instant. Quand il sera très gros, exactement, ça sera plus stable. Et donc, ma théorie, c'est de dire la capitalisation, la valeur en gros de l'or dans le monde, c'est 18 trilliards de dollars. Oui. Okay, si on a l'équivalent, si l'or en gros va à la même valeur, le Bitcoin vaut 1 million. Oui. Chaque Bitcoin vaut 1 million. Et la bonne nouvelle, c'est que le Bitcoin est très proche de l'or parce qu'il y a une quantité limitée de Bitcoin dans le monde, comme il y a une quantité limitée d'or. La différence entre les deux, c'est qu'on ne sait pas exactement combien il y a d'or sur Terre. Par contre, on sait exactement qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin. Donc, est-ce que je pense que le Bitcoin, c'est un must-have ? Oui, bien sûr. Est-ce que je pense qu'il faut mettre all-in ? Non. Par contre, je pense que si tu as envie de tremper les petits doigts de pied, tu mets 1% de ton patrimoine. Si tu es plutôt confirmé, tu mets 5%. Et si tu es vraiment sûr que c'est l'avenir, bon bah ok, mais un peu plus, mais 10%, 15%. Mais il faut quand même rester raisonnable. Mais ne pas en avoir aujourd'hui, c'est dur. Et tu vois, les gens qui me disent « Mais attends, c'est trop tard, on est à 100 000 aujourd'hui. » Oui, mais en fait, je t'en parlais déjà il y a 5 ans et on était à 10 000 ou à 2 000. Et on disait la même. chose. Ouais. Et donc, au bout d'un moment, va falloir y aller. Comme le S&P 500. Hein. Le S&P 500 a explosé au cours de ces dernières années. Donc, ne pas monter dedans aujourd'hui, bah, finalement, tu monteras dedans plus cher. Donc, en avoir, franchement, c'est bien, mais quand même dans une proportion gardée. Et ce qui est génial avec le Bitcoin, c'est qu'il a été annoncé pour mort, je pense, année après année, plein de fois. Et il est encore là. Et aujourd'hui, en fait, il a été validé par le fait que BlackRock ou les Fidelity, Trump les plus grosses figures d'autorité et les plus gros gérants d'actifs en prennent aujourd'hui. Les entreprises en prennent. Aujourd'hui, il y a plein d'entreprises qui ont du Bitcoin sur le bilan. Donc, et les États vont peut-être en prendre. Il y a déjà des États qui en prennent. El Salvador, bon, c'est un peu un État... Pas des petits États, mais si les États-Unis en prennent vraiment comme les États-Unis vont en acheter. Trump a dit, il va le faire. Est-ce que Trump va le faire ? Ouais, je pense qu'il y a des grosses chances. Ouais. Et donc là, on est quand même dans un monde où l'État le plus puissant, le plus riche du monde a du Bitcoin sur son bilan. Est-ce que vous, les particuliers, vous voulez pas faire la même chose ? Je pense que si, c'est le moment. Clairement. Moi, je suis plus risk-taker sur le Bitcoin parce que, comme tu le disais, c'est une question de croyance. Donc, j'avais mis plus que 10%. Et c'est devenu encore plus, du coup, si tu l'as pas devenu vendu. Encore plus, exactement, parce que je ne vends pas et toute cette théorie, cette approche du hodl, tu vois. Ouais. mais clairement, c'est beaucoup de hasard quand même, dans le sens où construire ta fortune sur une boîte ou en freelancing en mettant de côté, c'est beaucoup plus sûr. Et c'est mathématique, tu y arriveras à un moment beaucoup plus sûrement que si tu fais all-in sur des bitcoins quand tu as 20 ans et tu attends et 5-6 ans plus tard, tu as raté l'opportunité de mettre sur du SP500 pendant très longtemps. Quoi. C'est ça. Donc, ça. Investis sur toi, investis sur tes connaissances, investis sur ta boîte. Tes placements, c'est au pire ce qui t'assurera une retraite ou une indépendance financière tranquille. Et au mieux, mais peut-être que tu as acheté le prochain bitcoin et que tu vas devenir riche grâce à ça. Exact. Mais statistiquement, ce sera ta boîte qui va le faire. Cool. Merci beaucoup, Mounir. Merci, Rassam. Je dis à tout le monde d'aller tester ton simulateur. Je pense que tu as un simulateur qui permet de savoir quand est-ce que je prends ma retraite, si jamais je place tant, à tel âge, etc. À quel âge je peux juste dire au revoir, j'arrête tout. Ouais, tu nous dis combien tu veux gagner. Ouais.
Voilà, et tu nous dis combien tu as aujourd'hui, on te dit combien de temps ça va prendre. Top. Si vous voulez d'autres vidéos sur ça, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Les gens, s'ils aiment ces sujets-là, notre audience, elle va le dire en commentaire. Donc, on pourra faire d'autres épisodes. Et avec plaisir pour faire un Finari Talk un jour. Merci, Mounir. Salut, Rassem.